Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle table ronde de FOP, Friend of Presta. Et dans cette table ronde, eh bien, on va vous parler du rachat de PrestaShop et puis de son futur avec la dissociation entre d'un côté le projet open source et le projet corporate qui va être donc géré par l'entité commerciale PrestaShop. Alors, pour échanger sur tout ça, aujourd'hui, eh bien, nous avons Nicolas Rateau, qui est donc vice-président mid-market chez PrestaShop, donc tous les qui gèrent grosso modo les e-commerçants qui font plus de 1 million de chiffre d'affaires. Antoine Thomas, qui est open source évangéliste chez PrestaShop. Olivier, mince, j'ai zappé ton Olivier bon. Lecor. Olivier, t'es qui? Olivier Lecorde, OH Web, donc, qui est notre président de l'association FOP. Jean-François Viguier, Créabilis, qui est le vice-président de l'association. Et donc moi-même, Christophe Vidal, CIO pour 410 Gone et de mémoire secrétaire adjoint de l'association FOP. Allez, on enchaîne. Bon, merci d'abord à tous et bonjour. Et on démarre dans le vif du sujet. Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2021 ? Antoine, C'est arrivé Si tu comme veux, un grand coup de tonnerre. Du jour au lendemain, vas-y. on s'est dit PrestaShop est Ouais. racheté. Alors en fait, c'est plutôt une super nouvelle, au sens où ça valide, si vous voulez, toute la stratégie qui a été construite et appliquée depuis 2018. Début 2018, Alexandre Herumi a repris la direction de l'entreprise avec une volonté de refaire de l'open source correctement, de travailler un business model qui soit rentable, etc., etc. Et donc, tout simplement, on a cette belle entreprise familiale italienne, MBE, qui est spécialisée, qui travaille avec les marchands, hein, comme nous, mais qui fournit des solutions différentes, plus, on va dire, un peu moins numériques et un peu plus physiques et industrielles, notamment du packaging, de l'impression, du micro-shipping, tout un tas de services comme ça, à travers différentes franchises. Et bah, ils se sont aperçus évidemment qu'ils n'avaient pas forcément de solution numérique pour leurs clients, pour la vente en ligne, mais qu'ils faisaient déjà une bonne partie du reste. Évidemment, ils ne remplacent pas les autres logisticiens, ils ne remplacent pas les solutions de paiement, etc. Ils ont leur offre de service. L'idée étant pour eux de trouver une solution existante sur le marché, leader sur les marchés sur lesquels ils sont, complémentaires éventuellement aussi, et avec lesquels faire des synergies importantes pour les clients. MBE s'adresse aussi aux PME, hein, comme PrestaShop pour l'essentiel. Et donc, voilà, l'idée, c'est de construire ensemble des belles synergies sur ces marchés qu'on a en commun, sur ces clients qu'on a en commun, pour aller peut-être vers des offres un peu plus intégrées. Si je vous laisse réfléchir, je vends pas la peau de l'ours, mais l'idée, c'est d'aller vers des synergies de l'offre de la vente en ligne jusqu'à des services peut-être un peu plus intégrés. Alors là, on est vraiment sur les prémices, ça s'est fait très récemment. L'intégration, je pense qu'elle est toujours en cours. L'impact sur la roadmap, pour l'instant, il est quasi inexistant, enfin, en tout cas à court terme, sur ce qu'on est censé livrer cette année pour le logiciel PrestaShop. Ça change pas grand-chose. Et l'avantage, si vous voulez, c'est que, bon, d'une part, ça valide cette stratégie, ces 3-4 ans de développement qu'on a fait depuis 2018. Et deuxièmement, ça va nous permettre d'avoir aussi un groupe industriel qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, avec du coup les reins très solides, dans un marché qui évidemment explose également pour eux, hein, puisque plus il y a de gens qui vendent en ligne et plus ils ont de business forcément. Donc voilà, donc en fait, c'est pour PrestaShop, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça nous donne aussi des moyens à travers ce groupe qui est bien robuste pour continuer en fait à embaucher, à faire de la croissance, à proposer toujours plus de services, etc. Donc là-dessus, il n'y a aucune peur ou autre à avoir, mais plutôt justement une super bonne nouvelle, à la fois pour l'entreprise, les gens qui y travaillent, donc mes collègues et moi, mais aussi pour l'écosystème, au sens où ça donne aussi une pérennité à l'entreprise PrestaShop et puis du coup au logiciel qu'elle édite, quoi, tout simplement.
Je vais juste rajouter un point. Antoine, ouais, juste peut-être un petit truc avant que tu prennes la main, Vas-y. Nicolas, Ouais. et éventuellement, vas-y, si tu veux rebondir là-dessus. Peut-être aussi pour qu'on comprenne bien, parce que j'ai l'impression que MBE est pas très connu en France. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas le sentiment de connaître cette société avant. Donc, c'est une société qui fait. Donc, MBE, c'est pour Mailbox, etc. Hein, si je dis Ouais. pas de bêtises. Donc, en fait, on est C'est sur le une nom société qui fait historique, de la. en fait. Voilà, c'est une boîte qui fait de la logistique, qui fait de l'expédition. Est-ce que vous pouvez juste peut-être nous rappeler ce qu'ils font aujourd'hui et du coup qu'on comprenne mieux aussi les synergies qui pourront arriver par la suite? Historiquement, C'est une c'était un entreprise. franchisé. C'était Vas-y. l'un des plus En gros fait, franchisés. Ouais. c'est ça. C'était le plus gros franchisé de MBE et ils ont racheté la franchise partout dans le monde, sauf en Amérique du Nord, où UPS la détient. Oui, c'est Ouais, ça. en gros, MBE, donc c'est une structure qui prend une franchise de type UPS ou DHL ou autre, qui va le déployer complètement partout en Europe. Et donc vraiment avec la capacité d'ouvrir des points de vente partout, d'opérer aussi et d'assurer une rentabilité à la maison mère qui était aux États-Unis. Donc ils ont revendu tout leur parc à DHL, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années de cela, et ils ont À leur propre UPS, en fait. à UPS, pardon. À UPS en Voilà, Amérique du Nord. Ouais. donc j'ai une bêtise. À partir de là, ils ont continué à développer leur propre parc, qui est, c'est des guichets, hein, tout simplement, que tu peux retrouver. Il y en a certains, notamment à Paris, où tu peux venir gérer, donc recevoir ton courrier sur place, tu peux envoyer, tu peux faire packager. Enfin, c'est un ensemble de solutions qui est assez complet et qui satisfait à la fois les toutes petites entreprises, mais des structures beaucoup plus grosses et qui n'ont pas envie de se soucier de la partie logistique. Voilà. Donc c'est un acteur Mm. qui n'est pas aussi connu qu'un DHL, qu'un UPS ou autre, mais qui est réellement présent déjà en France, présent à l'étranger et qui connaît très très bien ce métier-là. Et du coup, sur cette partie logistique, ils vont gérer que de l'expédition ou ils peuvent gérer du stockage, de la manutention, de la Ouais, préparation de commandes ou ils font notamment aussi du stockage, Ok. effectivement, la manute, et ils ont Ok. un centre à Paris. Ouais, donc du coup, c'est vrai que je comprends mieux les éventuelles synergies. Ok. Voilà. Mais voilà, mais sur les synergies, pour rebondir là-dessus, aujourd'hui déjà, on est dans une phase où c'est quand même très, très récent, hein, décembre, la décision de rachat. Donc on est plutôt en train de se découvrir les uns les autres. Donc on est plutôt en train d'aller voir les équipes de MBI, eux, vont chez PrestaShop et au lieu de se dire: «OK, bon, maintenant tout de suite, on va faire ça», non, on prend le temps de réfléchir, surtout de se dire vers quoi ça va avoir du sens d'aller sur les deux structures. Et au-delà de ça, il y a un point qui est ultra important, c'est que MBI a validé aussi la vision de PrestaShop, qui est une séparation claire entre le projet commercial et le projet open source. Donc ça faisait partie des éléments dans le rachat, et ce qui va conforter, comme l'a dit Antoine, la pérennité du projet et sa longévité également. De l'entreprise aussi, hein, parce que moi je parle des deux. Hein. C'est une question de pérennité pour les deux. Ouais, on va rappeler, peut-être pour les gens qui seraient un petit peu moins au courant que Jeff, Olivier et moi, PrestaShop aujourd'hui donc est un logiciel open source. Alors je sais plus exactement sous quelle licence, tu nous le rediras, Antoine, OSL. mais OSL, et donc du coup, c'est un logiciel qui appartient à ses contributeurs. Oui, alors en fait, comme on fait pas signer de contributeur licence agreement, contrairement à de nombreux autres projets gérés par des entreprises, parce que le cas des logiciels gérés par une fondation est différent, le logiciel appartient à ses auteurs en fait, ou Mmh. en tout cas aux employeurs des auteurs. Par exemple, typiquement, les droits des salariés de PrestaShop qui contribuent activement au projet PrestaShop par contrat de travail, en fait, sont détenus tout simplement par l'entreprise. Et en général, sauf freelance ou personne qui contribuerait le samedi, dimanche sur son temps libre, on peut considérer que la plupart des gens, en fait, comme on est vraiment sur un logiciel B2B, la plupart des gens qui contribuent le font dans le cadre de leur travail. Et donc, en théorie, oui, ils sont Bien auteurs, sûr. mais ils confient la gestion de leurs droits à leur employeur. L'avantage, c'est que c'est vraiment un logiciel, donc on ne peut pas changer la licence et faire du propriétaire avec. Mais par contre, on peut tout à fait envisager un modèle à la Red Hat. C'est un petit peu l'idée, avec donc des éditions qui peuvent être commerciales, mais dans ces cas-là, on parle d'un package. Si je reprends typiquement l'exemple de ce que fait Red Hat avec Linux, on a bien la marque Red Hat Enterprise Linux,
RHEL, qui est leur distribution très connue pour le cloud, les serveurs, tout ce que vous voulez. On peut tout à fait imaginer quelque chose qui s'appellerait PrestaShop, je sais pas, Small Biz, blablabla. Voilà. L'idée c'est ça, c'est d'arriver en fait à faire des packages où on a le logiciel qui est pré-packagé avec des fonctionnalités, des services, et puis après je sais pas sous quelle forme ça va être commercialisé, peut-être un abonnement, j'en sais rien, mais donc du coup du support technique, etc., qui va permettre d'accompagner et puis de favoriser on va dire le démarrage au final d'un nouveau marchand, par exemple. Il y a aussi tout ce qu'on peut imaginer en termes de partenariat, évidemment, avec les agences, comme le font d'autres éditeurs, tout simplement. Ok, Voilà. je propose qu'on revienne peut-être sur ces sujets-là juste après. On va tout de suite mettre de côté les trucs un peu chiants, administratifs. Voilà, parce qu'on s'est aussi forcément, au moment d'un rachat, on se pose tout le temps la question de qu'est-ce qui se passe. Et donc, nous, on est allé un petit peu creuser dans les statuts pour voir un petit peu ce qui s'était passé. Comme m'avait dit Jean-François juste avant, on avait l'impression d'être envoyé spécial à faire nos enquêtes en mode cache investigation, mais on n'a rien trouvé de bien anormal. Alors, par contre, donc, ce qu'on a vu, c'est que donc on est visiblement passé donc de plusieurs actionnaires, je pense à Bruno Lévesque et plein d'autres, vers un actionnaire unique qui doit être MBE, donc avec revente des actions, et aussi un changement finalement du board administratif avec une démission globale de l'ensemble des dirigeants. Ça, là-dessus, on n'a pas trop d'éléments à communiquer. Il n'y en a pas eu déjà dans tout ce qui était relations presse et autres communiqués cet automne. Et on n'a pas spécialement d'éléments qu'on peut rendre public pour le moment. Je pense que ça viendra. Mais oui, en vrai, j'ai pas spécialement d'éléments de réponse. À notre niveau, on n'a pas eu grand-chose. Il faudrait peut-être poser la question à Alexandre directement, ce sera plus simple. Mais voilà, à notre niveau, oui, on n'a pas grand-chose. On n'en sait pas. Enfin, on a les mêmes infos que vous, quoi. Ouais. Ouais. Et Alexandre reste managing director de PrestaShop, donc on va dire en day-to-day, ça change absolument rien par rapport à la gestion de l'entreprise. L'entreprise est toujours basée en France, à Paris. Ouais, y a rien. De ce point de vue-là, il n'y a rien qui change. Et un point qui est important pour nous, et c'était aussi un des points d'attention sur le rachat, c'est qu'on reste dans le giron, dans un giron européen. On n'est pas acquis par une solution nord-américaine ou autre. Non, on est aujourd'hui un acteur qui reste européen et qui veut vraiment asseoir et se développer et continuer son développement sur le continent. Mais la société MBE, donc ils ont racheté PrestaShop pour je ne sais plus combien, plusieurs millions. À un moment donné, ils vont... t'as des infos, alors tu connais le prix du rachat? J'en sais rien, mais j'imagine bien plusieurs millions, parce que je vois mal acheter... Olivier, moi je veux bien l'info parce qu'on ne la connaît pas en interne. Nous, on l'a pas, en mais fait. bon, voilà. Donc voilà. Mais je crois qu'il n'y avait pas un article où ils en parlaient justement du montant d'achat. Non, je te dis, c'est pas une information qui j'ai rien trouvé. Ils ont racheté un certain montant PrestaShop, donc quand on rachète une entreprise, c'est que derrière, on veut récupérer ses fonds, en général. Est-ce que à terme, ça risque pas de jouer sur un abandon un peu du projet open source, communauté, propriété libre, etc. Est-ce que toute l'énergie va pas être mise après sur le côté commercial? Alors, parce que à un moment donné, il va bien falloir rentabiliser le tout, et puis ils sont là pour, je pense, vendre. Ils sont pas là pour forcément faire plaisir à la communauté. Alors, c'est un excellent la communauté, c'est tous les petits commerçants qui, voilà. Alors, c'est un excellent point. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que lors du rachat, il y a une vision qui a été vendue également. C'est une séparation beaucoup plus claire entre le projet open source et le projet commercial. Donc là-dessus, sur le projet open source, Antoine va pouvoir davantage t'en parler. Mais ce rachat-là donne les moyens, donne les ressources nécessaires à PrestaShop pour aller dans ce sens-là. Donc j'ai envie de te dire, c'est même à l'inverse de ça. Et puis on va donner plus de puissance au projet open source, et au lieu d'être le contributeur majoritaire et quasi des fois exclusif sur certains pans, on va en faire quelque chose de réellement communautaire. Et après, l'entreprise commerciale va se greffer là-dessus pour pouvoir vendre des services qui sont des services à forte valeur ajoutée. Voilà. Mais Antoine, je te laisse la main. L'idée, si tu veux, c'est qu'en termes de bonnes pratiques,
Je retrouve cette slide que j'avais utilisée. J'avais préparé mon truc. Et puis évidemment, entre-temps, j'ai mon navigateur qui a planté. Non, en gros, si tu veux, l'idée générale, c'est que tu construis, si tu veux, tes produits à valeur ajoutée sur le projet. Si je peux... Ah, je peux pas présenter. Flûte. Si, tu peux ajouter, puis je te rajouterai. Google Slide. Tu peux choisir un écran, un fichier. Ou... Ouais, mon coup. Mais du coup, par rapport à la séparation, actuellement, ce qui est flou, c'est qu'il y a le projet open source PrestaShop et la société commerciale qui s'appelle PrestaShop. Et dans l'idée des gens, si on communique PrestaShop, on parle du projet open source, on parle de la société commerciale. Olivier, c'est justement tout le point, c'est de se dire que depuis une dizaine d'années, il y a eu un flou monumental autour de ça. Ouais. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est de le résoudre. Donc voilà, ce que je vous montre là, c'est ce qu'on essaye de construire en fait. Donc là, on va dire, c'est comment fonctionne la plupart des projets open source. J'ai donné l'exemple de Red Hat tout à l'heure, mais c'est pareil avec la fondation Eclipse, la fondation Linux, où c'est aussi ce que font Drupal et Akuya ou WordPress et Automatic. C'est qu'en fait, vous avez une fondation qui vient fournir un certain nombre de services, mais qui en fait n'a pas de développeur en tant que tel. Qui fournit des infrastructures de collaboration, la gouvernance, un cadre du coup, éventuellement, donc si c'est une association par exemple, il peut y avoir un conseil d'administration, etc. Et la gestion de la propriété intellectuelle. Là-dessus, on va avoir des entreprises en fait, qui peuvent être des partenaires, mais qui peuvent aussi être des concurrents sur certains marchés, qui vont travailler ensemble sur des briques de base, le projet open source ou les projets open source, avec lesquels ensuite, on top, ces entreprises vont finalement aller être en compétition, en concurrence sur le marché auprès de différents segments de clients. Et elles vont, pour ça, utiliser le projet open source en fait comme une base et elles vont le personnaliser. Donc il faut du coup les licences le permettent. C'est le cas de la licence OSL de PrestaShop et des modules en AFL. Et donc à partir de là, donc, si je retrouve le bon onglet, évidemment, parce que du coup là, c'est pas ça. Mon Dieu. Je l'ai ouvert. Eh bah super, il s'est fermé quand je l'ai partagé. C'est fantastique, StreamYard. Comment ça marche? Je peux pas changer la slide en fait. Bon, alors je vais arrêter de partager. C'est la slide en dessous en fait que je voulais vous montrer, mais pour une raison que j'ignore, je ne peux plus accéder à l'onglet en fait. Alors, si tu cliques sur l'onglet, ça fonctionne pas. Essaye de le remettre peut-être. Ouais, essaye de voilà. affiche le slide je vais changer la slide. Ouais, c'est ça, je vais vous partager la bonne slide d'abord. Donc, l'idée est là. Ouais, en fait, c'est ça, ça ferme l'onglet. C'est ouf, ça. Je vais le mettre juste à côté pour être sûr de pas le repartager. Donc, hop, je repartage, share screen, tab, sur... Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Donc en fait, actuellement, si vous voulez, on a vraiment PrestaShop, l'entreprise, et PrestaShop, le projet, qui sont vraiment en dessous. Donc là, je vous ai modélisé finalement la même slide qu'au-dessus, mais appliquée à ce qu'on fait, du e-commerce avec des agences, des marchands, et puis tout un tas de services et de produits. L'idée finale, en fait, c'est d'arriver à ça, qui est que finalement l'entreprise PrestaShop soit au même niveau que n'importe qui. C'est important parce que c'est ce qui va permettre aussi à des agences ou à des partenaires ou à des grands marchands, des gens comme Decathlon ou Carrefour qui utilisent PrestaShop par exemple, de se dire quand je contribue pas spécialement aux bénéfices de l'entreprise PrestaShop, je contribue au projet qui du coup est géré par un tiers finalement qui ne sert pas d'arbitre ou de garant. Et donc l'idée c'est qu'on puisse favoriser en fait plus d'ouverture, etc. Il y a des choses sur lesquelles on travaille actuellement. Je pense que vous êtes au courant qu'on a identifié des bloqueurs du style le product management, les tests, la QA, tout ça. Ce ne sont pas nécessairement des bloqueurs, c'est juste qui sont utiles, mais ce sont des rôles qui aujourd'hui sont par exemple exclusivement traités par des gens qui sont salariés de PrestaShop pour l'essentiel. Et l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut ouvrir ces rôles pour que on ait des fonctionnalités
qui puisse arriver en fait et qui soit géré de manière autonome par des parties qui sont indépendantes de l'entreprise. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. L'idée de cette séparation, c'est de permettre en fait que cette gouvernance, en fait, PrestaShop soit à la même table que n'importe qui. Et c'est comme ça que fonctionnent la plupart des grands projets à succès ou des entreprises qui ont su s'approprier des projets pour avoir du succès. J'ai pas pris l'exemple de Red Hat ou d'Automatic et WordPress par hasard. C'est exactement le modèle, il fonctionne comme ça. Donc, l'idée de pouvoir continuer aussi en termes de moyens, parce que ça demande énormément de moyens, après plus de 10 ans à avoir fait ce qu'on voulait tout seul, finalement, un peu en acceptant plus ou moins ce qui venait de l'extérieur, l'idée de pouvoir ouvrir tout ça complètement prend du temps, parce que tout simplement, plus on creuse sur ce qu'il faut faire, préparer, nettoyer, enlever, rajouter, machin, et plus on tombe sur des trucs qui, du coup, peuvent en fait prendre un peu de temps. Et comme disait l'inventeur de la télévision, tout est possible, mais du coup, plus on veut de possible et plus ça prend du temps, quoi. Donc voilà. L'idée, c'est ça. Donc, au contraire, ce rachat par MBE, qui, comme le disait Nicolas, valide la stratégie, c'est ce que je disais aussi au tout début quand j'expliquais, va aussi nous donner les moyens d'aller plus vite vers ça. Et ça, c'est vraiment une super bonne chose. Je crois qu'il faut que tu remettes tout le monde, parce que je suis le seul... C'était fait pour, t'étais en mode, Ah mon Dieu. en mode monologue. star, voilà. Ouais, non, en fait, après, voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, allez-y. Vous avez déjà vu pour la plupart ces 2 slides, puisque je les ai présentés plusieurs fois cet automne, au PSD, au FOBD, etc. Mais ça reste inchangé, en fait. Ce rachat ne change pas cette stratégie, et au contraire, la renforce. Voilà. Ça marche. On avait vu aussi, on avait parlé ensemble, notamment au FOBD, au PSD, de l'intégration de PrestaShop dans une fondation. On a aussi vu que PrestaShop avait rejoint la fondation PHP, donc ça va aussi tout ça dans ce sens-là. Alors, on l'a pas forcément rejoint, on fait partie des membres fondateurs. Des créateurs, ouais, on fait partie des membres fondateurs, ce qui est un petit peu différent. Le PHP est un langage qui est intéressant, mais pour pouvoir y contribuer à bas niveau, il faut aussi coder en C, puisque PHP, enfin, je vulgarise et je vais me faire jeter par les gros techs, mais en gros, c'est un wrapper pour des librairies en C, quoi, qui permettent de faire du web. Le problème, c'est ça, c'est que finalement, il n'y a pas tant de développeurs qui font du PHP qui ont les compétences pour contribuer à PHP sur du C. Il s'est passé que cet automne, une des personnes qui était un des rares à contribuer à temps plein, qui était embauchée par l'éditeur de PHP Storm, donc JetBrains, cette personne-là a décidé de quitter l'entreprise pour aller bosser sur LLVM, qui était un autre projet qui l'intéressait plus aujourd'hui. Et PHP s'est retrouvé avec finalement pas vraiment de mainteneur, des contributeurs à gauche à droite, et puis plus de grosse vision, quoi. Donc, JetBrains, pour qui PHP est critique, parce que PHP Storm, c'est un des éditeurs qui vendent le plus, a décidé qu'il était temps, en travaillant avec d'autres personnes de l'écosystème, de créer une fondation. Et ils ont contacté les gens, les entreprises comme nous, comme Automatic, des gros Akuya, etc., qui sont des... là, il y a Laravel, je crois, qui est membre fondateur, etc. En fait, finalement, des projets et des entreprises pour qui PHP est critique, puisque la techno est basée dessus, de façon à ce qu'on puisse lever des fonds pour embaucher des contributeurs. L'idée, c'est que la première partie de la fondation, c'est pas de créer une gouvernance, c'est de gérer l'urgence, à savoir identifier, donc lever des fonds, identifier très rapidement des personnes susceptibles de travailler à temps plein ou à temps partiel sur les trucs à régler dans PHP, les prochaines versions, etc. Et ensuite, du coup, pouvoir leur faire des contrats et les payer correctement au prix du marché pour ça. Qui est une question, du coup, de créer quelque chose de pérenne, là où PHP était pas hyper structuré en termes de gouvernance par le passé. Voilà. Donc nous, on a choisi de participer à ce financement. Il est question à terme qu'une gouvernance se crée. Les gens de JetBrains qui m'avaient contacté m'avaient dit qu'on était les bienvenus au conseil d'administration et qui plus est, qui seraient contents justement d'avoir peut-être quelqu'un comme moi qui soit pas un dev, qui soit pas tech, mais qui puisse amener un peu plus d'expérience sur l'open source. Donc pour la part, je vais leur laisser faire cette première partie de trouver des techs, parce que ça c'est leur domaine d'expertise. Et puis après, pour le reste, on verra quand ils reviennent vers nous. C'est l'idée. Donc de la même manière, pour le projet open source, donc, on a
on a pas mal d'étapes intermédiaires qui sont identifiées avant de pouvoir vraiment sortir le projet de l'entreprise, c'est-à-dire propriété intellectuelle comprise, pour le mettre dans une fondation. Il y a plusieurs possibilités, c'est faire une fondation dédiée, comme ce que fait Automatic WordPress ou Acquia Drupal. On a la possibilité éventuellement de rejoindre une fondation existante, même si c'est complexe. La gestion des marques et tout ça fait que c'est pas toujours possible de faire comme Google avec Kubernetes, filer ça à Linux en mode tiens, salut, débrouillez-vous. C'est pas l'idée non plus. Et donc, on a aussi cette possibilité de travailler pendant un temps avec OW2, qui est une organisation européenne. On y est assez attaché aussi à ça, de rester européen, qui se positionne en tiers de confiance. Donc, c'est-à-dire, si on rejoint OW2, mettons, on peut donc du coup leur donner le projet, mais sauf qu'on leur transmet pas la propriété intellectuelle, et eux vont en fait servir de garant et de tiers de confiance sur les bonnes pratiques, la création d'une gouvernance, etc. L'idée, c'est qu'après, on peut soit s'apercevoir que ça fonctionne bien comme ça et rester avec OW2, soit aller dans une étape un peu plus loin et créer une structure légale à part. Par exemple, de l'IBAR, je sais qu'il y a une association, peut-être que du coup, il y aura une espèce d'association pour gérer PrestaShop. Voilà, aujourd'hui, on a des hypothèses de travail, on essaye de débroussailler ça parce que c'est complexe. Faire de l'open source, c'est pas juste mettre le code source sur GitHub et dire youhou, salut, c'est ouvert, on a mis une licence. Toute la gestion, on a avec PrestaShop 10-15 ans de legacy, en fait, mais on a un legacy technique, bon, ça, voilà, mais on a un legacy en propriété intellectuelle, on a un legacy, voilà, enfin, la propriété intellectuelle, c'est la marque, les auteurs, les licences, et donc tout ça, en fait, c'est long à traiter, ça demande une expertise qui est pas forcément facile à trouver, et donc on avance doucement, on travaille avec des consultants pour ça, spécialisés, 2 boîtes de conseil, depuis mai 2021. On est en train de finaliser la phase 2, et puis du coup, on attaquera une phase 3, là. Et finalement, si vous regardez bien, les présentations que j'ai fait cet automne, qui montrent un peu ce vers quoi on tend, etc., résultent en fait de ce travail avec les consultants, qui nous permet d'orienter, de faire des bons choix, en fait, avec du recul et de l'expérience, des gens qui ont déjà accompagné des entreprises pour faire ça, et qui vont voir le champ des possibles, éliminer les hypothèses aberrantes, stupides ou dangereuses d'un point de vue du business model ou pour l'écosystème, et nous aider à nous concentrer sur les hypothèses les plus crédibles et puis les plus pertinentes. Donc c'est ce qu'on fait, et puis une fois qu'on a fait cette réduction de l'éventail, on présente en fait, du coup, d'ici fin janvier, début février, on va présenter cette fameuse phase 2, le travail finalement de septembre à décembre, pour pouvoir prendre les décisions. Puis à côté de ça, ces gens-là nous accompagnent sur le travail que vous pouvez voir qui est déjà en cours sur GitHub pour sortir une V8 avant l'été, si c'est possible, enfin, ou en tout cas au début de l'été, qui inclura en fait toutes ces décisions, ces choix, et puis vous avez vu déjà qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites, donc faites beaucoup de bonnes choses, tout simplement. Donc non, on va pas arrêter ça, en tout cas si c'est la question, on va continuer ça et on va aller encore plus fort. Donc le rachat est là pour renforcer notamment le projet open source, pas pour l'appauvrir. Si on peut le résumer comme ça. Et puis pour ce qui est des éditions commerciales, je vous l'ai montré sur les slides, le but est de les construire sur la base du projet. Donc en fait, on va pas arrêter d'y contribuer puisqu'on va avoir besoin d'y mettre encore plus de choses en fait. Et ces choses-là seront aussi utilisables par tout le monde vu que ça sera dans le projet open source. De la même manière, si on fait des éditions commerciales, elles seront elles aussi open source. Si vous prenez Red Hat, le fork historiquement le plus connu de Red Hat, c'était CentOS, qui était ni plus ni moins les sources de Red Hat, mais avec un autre logo et un autre nom, qui était rebuildé, et c'était ISO, quoi. Donc vous pouviez faire de la prod ou de la pré-prod avec CentOS, et puis le jour où vous aviez vraiment besoin de passer sur une offre commerciale avec du support, il suffisait de prendre du Red Hat, d'activer le numéro de licence, basculer vos applications. L'idée, c'est ça, c'est que ça reste quand même ISO. Avec après, d'autres modules, tu en parlais, Christophe, tout à l'heure, qui peuvent être parfois sur abonnement, parfois intégrés, parfois... on étudie aussi, on essaye d'expérimenter sur différentes façons de moderniser le business model, et c'est aussi ce qui permet de valider le rachat par MBE, c'est de continuer à travailler sur cette histoire de nouvelles sources de revenus, de business moderne, de business model, de modernisation de l'écosystème, etc. Aujourd'hui, c'est de faire grand. Quand vous entendez parler je voulais juste dire vas-y. que le but, c'est de continuer à faire grandir
l'écosystème, les marchands, les agences, etc. C'est pas que ça disparaisse, c'est que ça grandisse. Yes. Donc, il y a ça, et quand vous entendez parler de licence, vous voyez plus des produits packagés au final, où on va avoir Ouais, beaucoup plus c'est un problème de vocabulaire. Ouais. En fait, on vend pas de licence, personne vend des licences. Quand vous achetez Photoshop, vous achetez pas une licence de Photoshop, c'est une aberration de vocabulaire. La licence, vous la validez quand vous scrollez jusqu'en bas sans lire et que vous cochez j'ai lu et j'accepte. Voilà, ça c'est la licence. Et la licence de PrestaShop, c'est l'OSL. Et si on fait une distribution commerciale, il y aura l'OSL et il y aura nos terms of use, forcément, que vous validez déjà en fait. Et ensuite, vous avez une activation du produit via une clé. Historiquement, par exemple, sur Windows, vous mettiez votre clé là, qui était collée sous l'ordinateur. Aujourd'hui, on le fait plutôt en rentrant son compte Adobe ou son compte je sais pas quoi dans le logiciel. Et donc, on tend vers un modèle un peu comme celui-là. Donc, en fait, on ne vend pas des licences. La licence, c'est l'OSL et elle est open source. C'est juste un moyen de distribution, en fait, la licence open source. C'est ce qu'il faut voir. Et ça va pas changer. Ça sera donc, on peut dire, des versions augmentées ou enrichies ou augmentées. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Mais de la même manière que Red Hat vend des Linux Top Moumout, quoi. Enfin, c'est exactement ça. On va vous faire du PrestaShop Top Moumout et il y aura des versions. Enfin, le but c'est pas de squeezer les agences, c'est qu'elles puissent l'utiliser. Du coup, on avait peut-être dans ce sens-là une de tes questions, Jean-François, où tu demandais voilà, quelles allaient être finalement les cibles des nouvelles versions de PrestaShop en mode édition. Je te laisse peut-être reprendre ta question. Est-ce que ça sera des choses à la Magento, etc. Si tu veux peut-être détailler ta question un petit peu plus, Jean-François, du coup. Oui, effectivement, il y a deux problématiques. La première, c'est effectivement la communauté. On a senti qu'il y avait des craintes justement d'un changement de cible, parce que PrestaShop va toujours être adapté aux PME, aux TPE, enfin, TPE pas trop, mais aux PME, je pense que c'est important, parce que c'est notre clientèle à nous aussi. Et l'autre problématique, c'est effectivement de voir comment le groupe MBE, avec PrestaShop à l'intérieur, va se positionner face aux géants nord-américains, en l'occurrence Shopify, qui aussi a une offre globale intégrée, puisqu'ils ont un logiciel de caisse, un matériel de caisse, en plus de la solution e-commerce. Voilà. Et on voit effectivement de plus en plus la force marketing de Shopify, Magento, Silus, on peut parler des autres, ou e-commerce. Est-ce qu'il va y avoir justement un développement de la partie marketing, dépenses en termes de visibilité, salon, etc., par PrestaShop adossé à MBE? Alors là-dessus, je vais pouvoir répondre. Donc déjà, il faut sortir. Donc il y a toujours cette dichotomie projet open source, entité commerciale PrestaShop. Sur les cibles, en tout cas les marchands qu'on souhaite aider, et vraiment déjà la mission de PrestaShop, c'est d'amener le marchand vers le succès, donc de lui fournir tous les éléments pour qu'il puisse vendre en ligne et réussir. On va adresser à la fois les marchands, donc les primo-marchands, comme les marchands qui ont déjà une activité et qui souhaitent se développer, et des marchands qui sont beaucoup plus conséquents. Donc pour ça, on est en train de se structurer autour de pôles qui vont être le pôle, ce qu'on appelle nous SMB, donc Small and Medium Businesses, mid-market, donc que gère, et au-delà du mid-market, on a un segment qui s'appelle le corporate ou enterprise. C'est des boîtes qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Juste donc déjà, on se met un ordre de marche en interne pour pouvoir mieux adresser et pour aller au contact des marchands. Ce qui avait été un peu éludé les dernières années. Donc, mieux comprendre le besoin, mieux l'adresser. Sur comment dire, sur notre positionnement et sur notre capacité à adresser ces marchands-là, aujourd'hui, on les couvre déjà. C'est-à-dire que on a plus de 3000 marchands qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a une vraie légitimité aujourd'hui à aller sur le segment qui est occupé par du Magento, qui est occupé par du Salesforce, etc., et proposer des solutions parce que ce sont des solutions qui sont pertinentes. Sur des positionnements qui sont plutôt effectivement de boîtes qui font entre 0 et 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 100 000 et 1 million, déjà, il y a deux mondes et c'est vraiment très très différent. Shopify est effectivement actif, mais comme d'autres solutions, ils ont un marketing, à mon sens, qui vise les comment dire, les solo-entrepreneurs
mais qui ne visent pas forcément les TPE et les PME. Donc les boîtes qui souhaitent se digitaliser vont pas forcément aller sur du Shopify. Alors que aujourd'hui, très clairement, avec l'apport de MBE et avec le parc d'utilisateurs qu'ils ont aujourd'hui, on va nous aller dans cette direction-là. On a des vraies synergies et comme l'a dit Antoine au tout début de cet appel, on a la capacité à les accompagner sur une digitalisation. Donc il faut voir ça plutôt comme une capacité à faire grossir le gâteau beaucoup plus qu'à le réduire. Et sur notre capacité à devenir, en tout cas suivre les pas de Magento, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est parce qu'ils ont aussi une logique au final avec leur offre enterprise et leur offre open source? Est-ce que c'est ça que tu as en tête, Jean-François, ou c'est autre chose? Oui, aussi, ouais, c'est ça. Ok. En gros, est-ce que la version packagée, ça va être dans les mêmes tarifs que Magento, parce que c'est quand même assez cher. Bah, aujourd'hui, Ou plutôt des packages, ou des prix au mois, on va dire, de la location abordable, quoi. bah, la question Pour c'est une PME. ouais, mais enfin, la question c'est pas la question de prix, c'est la question de valeur et de ce que ça délivre derrière. Donc on peut avoir des éditions qui seront, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est pas fixé. Déjà, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, le sujet est pas mature en interne. On travaille dessus, on y réfléchit, on consulte notamment d'autres boîtes qui sont dans l'écosystème pour aussi créer des alliances, parce qu'on n'est pas tout seul. Et ça nous permettra d'accélérer beaucoup plus vite. Mais on a des idées, mais aujourd'hui, on n'a pas fixé la roadmap là-dessus. Donc ça, c'est un premier point. Et cette roadmap, à nouveau, c'est une roadmap qui est parallèle à ce que vous pouvez retrouver sur le projet open source. Donc déjà, il n'y a pas d'annonce que je peux vous faire parce que globalement, on pense aller dans une direction, on tâte le terrain, on voit avec qui on souhaite aller et après, on a besoin de le dérouler. Ce dont on est convaincu, c'est qu'aujourd'hui, PrestaShop est pertinent sur des gros acteurs. On l'a vu avec du Decathlon, on l'a vu avec du Carrefour. Il y a des gens type Auchan qui nous utilisent sur d'autres localisations. On travaille avec des grands groupes côté GMS également, pas forcément sur ce que voit le grand public, mais plutôt pour des outils en interne. Donc on a un champ des possibles qui est juste monumental. C'est juste qu'on va devoir faire des choix et arrêter nos décisions. Et la question du prix, et à nouveau, pour moi, c'est là où c'est le plus intéressant, c'est quel besoin on adresse. Et avec ce besoin, derrière, quelle est la valeur qui est fournie et donc quel est le tarif qu'on peut en demander. Parce que forcément, si derrière, c'est pas du tout aligné, on pourra avoir un prix qui est abordable. Si on répond à aucune problématique, globalement, on va pas en vendre et ça servira à rien. Et le dernier point, c'est le point des intégrateurs. C'est quel est le rôle des intégrateurs dans ce type de solution. On va être clair, aujourd'hui, PrestaShop ne fera jamais le rôle d'agence. Enfin, en tout cas, c'est moi en tant qu'ancien directeur agence de chez Presta, c'est absolument pas la direction que je souhaite donner. L'un des succès de PrestaShop, ça a été sa capacité aussi à convaincre un réseau d'intégrateurs que c'était une solution qui était viable et rentable pour vous en termes d'implémentation. Donc, allez demain sur des solutions qui sont des solutions packagées sur lesquelles vous avez au final peu ou pas d'interaction. Bah, au final, ça vous laisse autant de latitude que d'implémenter d'autres solutions SaaS. Donc, c'est pas différenciateur et à nouveau, on va pas créer un marché là-dessus. Donc, c'est pas du tout une stratégie sur laquelle on souhaite aller. Bien au contraire, l'idée, c'est de créer à nouveau des synergies entre PrestaShop, des solutions qu'on va pouvoir embarquer dans ce bundle et des intégrateurs qui vont assurer aux marchands derrière que ce soit mis en place et dans les règles de l'art. Merci Nicolas. Je profite J'ajouterais vite fait. Vas-y. Ouais, je voulais juste ajouter vite fait. Juste te rends la main, je te rends après. Je voulais juste te questionner, Nicolas, parce que c'est intéressant. Tu as cité quand même des grands noms, là, Decathlon, Carrefour, Auchan. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des infos sur les projets dans lesquels ils utilisent PrestaShop? Parce que c'est vrai que nous, je ne sais pas vous, Jean-François et Olivier, alors des fois, on a des clients
petits clients ou des mid-market, mais des fois, on a c'est vrai aussi dans nos radars des gros clients et qui là, vont beaucoup nous parler de Magento, etc. Et finalement, PrestaShop aujourd'hui est en mesure de rivaliser. Alors, Ouais, complètement. Alors si on parle vraiment des grosses références type Decathlon, il y a 28 sites à l'étranger qui sont propulsés par PrestaShop. Notamment l'Autriche qui a été ouvert il y a pas très longtemps. On les accompagne notamment avec une équipe d'experts pour faciliter l'utilisation et l'intégration de PrestaShop à une stack qui est quand même très 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 velue. Côté Carrefour, si vous tapez shopping.carrefour.com ou .fr, vous allez tomber sur la boutique donc des produits non alimentaires de Carrefour et c'est propulsé par du PrestaShop. Si vous allez notamment sur le continent africain, vous avez KFC qui utilise du PrestaShop, vous avez Auchan qui utilise du PrestaShop. Si je reste en Europe, vous avez en Grèce le site Leroy Merlin qui utilise du PrestaShop. Bref, vous avez ces très grosses entités-là qui ont fait le choix de l'open source et qui ont fait le choix de PrestaShop. Donc, on a ces entités, on va dire, connues et d'un point de vue commercial. On a aussi des institutions. On a le Parlement européen qui a notamment toute la documentation qu'ils vendent et tous les livres qu'ils vendent qui utilisent du PrestaShop. On a d'autres entités type l'ONU sur lesquelles on a signé des accords également qui vont utiliser du PrestaShop. À nouveau, enfin, des grands noms, c'est pas ça qui manque chez nous, loin de là. L'un des défauts qu'on a eu, c'est peut-être de pas assez communiquer dessus ces dernières années, et c'est l'un des pans qu'on a commencé à initier, notamment avec les équipes marketing au sein de PrestaShop, c'est de mieux valoriser le parc d'utilisateurs, et ça se passe aujourd'hui, si vous êtes par exemple, et si vous suivez PrestaShop, les billets qu'on fait, c'est à la fois des billets qui vont revenir sur des TPE, des PME, donc concrètement, hein, ces TPE, PME, c'est quand même 80% de l'e-commerce en France. C'est quand même 80% de l'e-commerce, voire même 93% de l'e-commerce qui font moins d'1 million d'euros de CA. Donc, c'est pas des très grosses boîtes. Et quand je dis 1 million de CA, on a l'impression que c'est énorme. Une bonne boulangerie, ça fait 1 million d'euros de CA. Donc, c'est pas non plus si gros que ça. Donc, on est ultra pertinent, ultra légitime sur des segments qui font 0, 100, 100 et 1 million. Et 1 million et plus. On a effectivement des TPE et des PME qui ont grossi, qui ont grandi avec PrestaShop, qui ont commencé sur des 1.5, qui ont passé à 1.6, qui ont basculé derrière sur le 1.7. Donc c'est des boîtes qui ont en moyenne une quinzaine d'années d'existence et qui sont pour la majorité quand même des distributeurs dont le métier, effectivement, c'est plutôt d'aller faire un bon sourcing de produits et de mettre bien en valeur ces produits-là. Et après, de bien les distribuer. Donc ça, ces gens-là, on les accompagne et on va raconter leurs histoires parce que, comme tu l'as dit, on n'était pas bon à le faire. Et donc, on était souvent associés aux petits marchands qui vend ses pelotes de laine depuis son garage. Ça a clairement changé. Et ça a changé parce que effectivement, on a un essor de l'e-commerce qui est très fort. Mais à côté de ça, on a une profondeur et une connaissance de nos marchands qui est beaucoup plus importante depuis quelques années. Et ça, c'est lié à une transformation digitale qu'on a menée. Ok, et du coup, ce que je voulais ajouter, en ouais, fait, c'était ça que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, on s'intéresse aussi à des gens qui veulent maîtriser leur stack technique, soit directement, soit à travers une agence ou des prestataires, et aussi être propriétaire de leurs données. C'est-à-dire que quand vous vous adressez des marchands qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, ce dont parle Nicolas, vous avez des gens qui souvent ont déjà un système d'information, une compta, un ERP, des choses comme ça, dans lequel PrestaShop finalement doit s'intégrer facilement. Et l'exemple que je trouve intéressant, notamment avec Decathlon, c'est que vous imaginez bien que tout ce qui est gestion de stock, CRM, facturation, etc., ils ne le font pas nécessairement dans PrestaShop. Ils vont le faire plutôt en fait directement avec leur PIM, avec leur CRM, etc. Donc en fait, il faut que PrestaShop puisse s'intégrer dans l'existant. Et l'open source, en fait, permet de le faire. C'est la réponse. Donc aussi, ça me paraît de bon sens qu'on passe, en fait, vers ce marché-là, auquel on répond très, très bien, en fait, de gens qui, en fait, veulent faire de la techno, pour qui la technologie n'est pas un problème, mais un asset dans lequel il est possible d'investir. Si vous choisissez une solution SaaS, vous maîtrisez rien, vous ne maîtrisez pas la techno, vous ne savez pas où sont vos données, le provider de la solution s'autorise très très certainement de faire ce qu'il veut avec vos données dans les terms of use. Avec PrestaShop,
bah, vous êtes sûr que vous maîtrisez la techno, vous êtes sûr que vous pouvez intégrer comme vous voulez, et puis toutes les données qui sont produites par la boutique, bah, c'est les vôtres, en fait. Et nous, on n'y a pas accès. Donc c'est ça aussi qu'on garantit à tout cet écosystème de marchands un peu plus gros. Petite diversion sur cette partie données, là, du coup. D'après ce que j'avais compris, là, avec les modules que j'appelle, moi, les modules GAFAM, Facebook, Google, etc., les données, elles remontent dans un SaaS PrestaShop, non? Et ensuite, elles sont redispatchées? Alors, il y a une partie des données qui est effectivement collectée pour mieux comprendre aussi ce qui se passe et pour améliorer le produit. C'est surtout ça l'idée, c'est d'itérer, parce que l'une de nos grandes forces, c'est effectivement de sécuriser l'information, et que quand vous avez un PrestaShop, elle est chez vous, cette information, elle ne bouge pas. Mais c'est aussi une énorme problématique pour les équipes produits, parce qu'on a, comment dire, des difficultés à comprendre qu'est-ce qui fonctionne réellement, ce que vous aimez en termes de fonctionnalité, ce que vous voulez qu'on améliore, etc. Donc ça, c'est des choses qui nous permettent de travailler là-dessus et de mieux comprendre à nouveau qui sont les marchands. Donc l'idée, c'est de mieux adapter derrière les produits, de les faire maturer pour qu'ils répondent à nouveau à des besoins qui sont pratiques, et pas d'avancer sur une roadmap en disant ok, ça a l'air sympa, mais est-ce que ça va aider? On ne sait pas. Bon allez, on se lance dans 6 mois de développement, et puis après on verra si ça fonctionne. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Et à nouveau, avec l'échelle qu'on a, même si MBI va nous permettre de doubler le nombre de salariés chez PrestaShop, donc ça c'est un vrai effet direct. Donc on va investir justement pour solidifier tout ça. On a besoin de moderniser notre approche liée au produit. Olivier, je crois que tu avais une petite question sur cette partie de remontée des données. Oui, est-ce que c'est bien RGPD friendly, ces remontées de données? Ouais, alors ça, je vous confirme, on a une équipe de juristes qui passe une grosse partie de son temps avec les PM des modules et les devs à vérifier en fait qu'on respecte bien toutes les réglementations. C'est pas du tout un truc qui est amusant. C'est un truc qui est extrêmement pris au sérieux à PrestaShop, eu égard au fait qu'on fait du B2B, ok, mais à la fin, en fait, les marchands, eux, font du B2C en général. Donc, il faut que les données, finalement, des clients des marchands soient traitées et respectent le RGPD. Donc ça, on fait extrêmement attention. Et on est par exemple particulièrement attentif à ce qui s'est passé en Autriche avec Google Analytics, par exemple. C'est des choses qu'on surveille parce que ça peut avoir un gros impact, en fait, tout simplement. Non, on rigole pas avec le RGPD, t'es fou. Et donc, moi, je vais un peu plus loin que Olivier. C'est la question méchante là, de la minute. Tu sais, on connaît le fameux adage là, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc là, les modules Presta, Facebook, etc., ils sont gratuits. Donc, est-ce qu'il y a de la vente de données? Qu'est-ce qui se passe là derrière? Non, c'est pas du tout ça. Enfin, comment dire? C'est quoi, Nico? Je vais répondre simplement. T'installes Vas-y. Google Analytics sur ton shop. T'as un iPhone dans ta poche et tu viens me demander en fait si nous on fait quelque chose avec les données des gens. Déjà non, en fait. On les a déjà données de toute façon. Voilà, vous les avez déjà donnés. Donc en fait, je veux dire, on peut bien faire un module Google Analytics. Le but c'est bien que l'utilisateur final il transfère toutes les données de sa boutique à Google, en fait. Donc du coup, pour moi, c'est un faux débat. Tu vois, c'est ça, c'est l'incohérence de vouloir avoir un débat sur ce truc-là. C'est comme le pixel Facebook, c'est tous des trucs que les marchands demandent en fait à être installés sur les boutiques, et ça sert littéralement à piller la valeur de leurs données. C'est clair. Donc voilà, pour moi le sujet est un sujet, c'est un non-sujet. C'est un faux sujet. Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. C'est juste pour te faciliter l'utilisation de ta stack. Point. Enfin, c'est aujourd'hui des marchands, ils ont besoin du pixel Facebook, ils ont besoin de vendre sur Google Shopping. C'est à notre boulot aussi de faciliter tout ça. Enfin, et parce qu'au bout d'un moment, si on le fait pas, on peut avoir des retours comme quoi, PrestaShop est pas assez intégré, PrestaShop est pas présent sur ci, sur ça. Du coup, les marchands peuvent se tourner sur d'autres solutions. Et dont, au final, comme disait Antoine, les conditions d'utilisation de la donnée sont quand même bien pires. Donc, on répond à un besoin qui est assez simple, c'est que le marchand soit en capacité de mieux vendre. Et donc, pour faire ça, on met à disposition les bons modules, et on le fait en plus en direct avec justement les GAFAM pour que ce soit fait proprement.
et pas d'un autre coin. Vous Je n'allez faisais pas vous plaindre volontairement que pour l'avocat une du fois, diable. non, mais tu vas quand même pas te plaindre que pour une fois, une entreprise française arrive à leur tirer du fric quand même. Enfin, pardon de parler comme ça, mais en plus, c'est vrai, c'est l'occasion Eh oui. pour une fois que cet argent des GAFAM revienne en France à travers les partenariats qu'on a avec eux et les Bien sûr. solutions, pardon pour Donc le bruit. mais c'est bien, c'est bien que tu fasses cette remarque, puisque finalement, il faut bien comprendre que pour vous, dans le modèle économique, c'est les rentrées d'argent, quoi, pour vous, ces modules-là. À un moment donné, il faut qu'on paye nos salariés. Je veux dire, on Eh ouais, était 100 il y mais a un an, exactement, on mais est 200 maintenant, on sera génial. 400 à la fin de l'année. Ça veut dire que déjà, on a un modèle économique, comme je disais, on est passé de 100 à 200 avant le rachat de MBE, donc déjà, on avait trouvé un truc qui fonctionnait bien. Le rachat de MBE valide tout ça, et MBE nous dit, bon, bah maintenant, à la fin de l'année, il faut que vous soyez encore doublé. Tu vois, donc on repart sur une croissance régulière, ce qui montre bien qu'on a trouvé une façon de fournir des solutions qui sont pérennes et rentables, enfin profitables. Donc au contraire, c'est des super bonnes choses. Et puis, ben, voilà, comme je disais, on fait partie des rares entreprises qui peuvent se targuer de travailler avec ces gens-là à notre bénéfice et pas que au leur. Tu vois. Après, Ouais, c'est voilà, clair. je me cache pas. Hein, si Google nous donne de l'argent pour faire un module Google Analytics, c'est que derrière, c'est rentable pour eux. Hein. Soyons Bien francs, sûr. hein, c'est business as usual. Mais voilà, je pense que c'est important de se rappeler, comme le disait Nico aussi, qu'en fait, on fait du product management, c'est des fonctionnalités qui sont demandées par l'utilisateur final, donc on les fait. Le jour où l'utilisateur final, on s'aperçoit qu'il n'en a plus rien à faire d'une de ces technologies, on arrêtera d'y passer du temps, et ça voudra dire aussi qu'entre-temps, il y aura des nouveaux besoins qui auront émergé, et on sera dessus. C'est ça qui est important. Petite question, l'effectif va doubler, et l'effectif technique, il va doubler aussi, ou ils vont toujours rester aussi nombreux au niveau technique? Olivier, alors il y a déjà un premier point, c'est que oui, l'effectif va doubler, oui, on va renforcer les équipes techniques, mais à nouveau, PrestaShop, c'est pas la seule boîte qui doit contribuer au projet open source. Donc, si on reste toujours dans cette vue de se dire, OK, c'est PrestaShop qui sort le code de la version open source, c'est un non-sens. On reste sur une logique qui va être une logique de on fait de l'open source, mais pas vraiment au final. Donc, on profite pas de la richesse de la communauté, on reste enfermé à faire une solution qui pourrait être une solution propriétaire, mais qui ne l'est pas. Donc oui, on va faire grossir les équipes techniques pour avoir un meilleur produit, mais on compte surtout aussi sur la communauté pour faire les PR, pour faire des retours, pour faire grandir cette solution. Et l'un des investissements, ça va être aussi là-dessus. Donc, l'enjeu, il est C'est pas. déjà ce qu'on En fait, on veut pas faire comme Magento, voilà, typiquement. Mais c'est déjà ce qu'on fait. Enfin, Oui, mais Olivier, mais là, tu vois. On aussi avec FOP. Hein. Non, mais d'accord. On essaye de promouvoir, d'accompagner ceux qui veulent participer au PR. On en fait de plus en plus. On est et on d'accord. essaye de Ça, c'est Mais c'est une question d'échelle. contributeurs. Mais Olivier, c'est une question d'échelle, c'est que vous le faites aujourd'hui sur la France et c'est top. Et franchement, on les fait à notre petite échelle, hein, parce que nous, on n'a pas de grosse structure avec nous. Hein. On est que tous des petits indépendants, à la limite, dans chacun dans notre coin, on essaye de faire ce qu'on peut. Peut-être que l'ambition, c'est de le faire aussi à grande échelle pour que on ait aussi d'autres sons de cloche qu'un son de cloche ou des vues qui soient françaises et qu'on puisse contenter justement un marché qui est international. Et aujourd'hui, PrestaShop est utilisé dans 180 pays. Donc peut-être qu'il y a certaines approches, je pense, je sais pas moi, je vais dire des bêtises, en Asie, au Moyen-Orient, qui vont être un petit peu différentes. Et le fait de pouvoir intégrer ça dans le projet open source, c'est ça qui fera son succès. Donc si on arrive à répliquer au final ce que vous faites à une échelle plus large en France et à l'international, parce que on reste encore plus ancré dans notre logique open source, on aura réussi le pari. Et c'est la volonté. C'est l'idée. Moi, je rêverais d'arriver à dupliquer ce que vous avez fait. On y a tous passé énormément d'énergie. Hein. Moi, quand j'ai vu le FOB Day qu'on l'organisait, qu'on était tous les bienvenus, que ça était super convivial et tout, vous êtes d'accord qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était impossible à faire. Et je suis même pas sûr que nous, chez PrestaShop, on aurait été les bienvenus. Donc ce que j'essaye, c'est aussi de voir comment on peut capitaliser sur cette belle initiative qui a été construite, qui fonctionne bien, et voir comment on pourrait la dupliquer dans d'autres pays. Moi, je pense notamment à la Pologne, à l'Italie, à l'Espagne, où il y a des communautés importantes d'agences, de freelance, etc. Pour pas parler de trop loin, on pourrait aussi développer ça en Amérique latine, je pense.
On a eu des contributions majeures, par exemple, d'agences iraniennes par le passé qui ont contribué le right to left, des choses comme ça, qui fait que PrestaShop est la seule solution qui existe, qui fonctionne très très bien en arabe, en perse, et tous ces langages qui s'écrivent à l'envers. Enfin, à l'envers par rapport à nous, en tout cas. Donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver à prendre ces bonnes choses et arriver à les dupliquer et à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens, en fait, qui contribuent des trucs. Je parlais tout à l'heure des bloqueurs. Il faut aussi qu'on arrive à ouvrir des rôles comme tout ce qui est PM, etc. Parce que faire des pull requests, fixer des bugs, etc., ça c'est génial et ça améliore la robustesse, la stabilité et tout. Mais si on veut que des gens puissent contribuer à des fonctionnalités importantes dont ils ont besoin, je sais pas, une API front, des trucs un peu plus chaud, des grosses features, quoi, bah, il faut aussi qu'en fait on puisse onboarder des PM de ces grosses équipes qui vont contribuer ça. Je sais pas si FOP peut avoir à terme l'équivalent d'un PM, mais vous avez des chefs de projet dans vos agences qui sont tout à fait capables de piloter des trucs comme ça, d'écrire des specs, de suivre des issues, de suivre une roadmap. Et je pense qu'à mon avis, c'est la prochaine étape pour FOP, c'est d'aller un peu plus loin et c'est de prendre en charge un truc un peu plus gros, quoi, tous ensemble. Ça serait génial. Moi, je suis prêt à vous aider et à y passer du temps. Alors, bon, Et pour concrètement, info, ça existe FOP, déjà. FOP, on est français, mais on n'est pas dans les statuts, on ne s'est pas limité uniquement à des adhérents français. On peut ouvrir à d'autres pays. Il y a pas de. Ouais. C'est plus après peut-être un problème de langue, parce que bon, l'Espagne ou espagnol ou l'italien, je parle pas du tout. On va se L'anglais, je débrouiller, peux on va encore gérer. baragouiner. Voilà. Mais, Olivier, si t'as voilà, des là, cousins au ça, Luxembourg, il n'y a pas de problème. voilà. FOP et pas uniquement en France, on a ouvert justement pour. On a 2 ou 3 étrangers, je crois d'ailleurs, sur le Slack. On voit pas beaucoup, mais on les a. Mais voilà, nous on essaie en tout cas avec FOP, on a un gros programme. J'ai bientôt annoncé l'AG qui est pour bientôt. On a un gros programme pour 2022 avec un autre FOP Day, etc. Et puis on va continuer à promouvoir, je pense. On a eu pas mal de retours sur tiens, je veux faire des PR, comment on fait, etc. Donc on va continuer à faire de l'accompagnement à ce niveau-là. Et puis bon, on a toujours, je crois que c'est Jeff qui prend mieux en parler que moi parce qu'il suit plus. Moi, j'ai vraiment pas le temps, je suis sous l'eau totale. Mais on a un challenge PR là, Jeff, actuellement. Oui, on a changé de formule. En fait, il faut que tu trouves comment mettre ton ordinateur devant toi quand tu fais ton sport là. Moi, je fais ça maintenant sur mon tapis de marche. Non, mais j'espère avoir un peu plus de temps bientôt, puisqu'on va avoir une personne de plus bientôt chez Web, donc j'espère avoir plus de temps pour tout ça, mais bon voilà, c'est priorité aux clients, quoi. Donc c'est eux qui financent, donc oui. Ouais, donc, pour préciser, on a lancé 2 projets de groupe en fait à l'initiative de Franck de PrestaShop. Il y a un projet qui consiste à migrer une page en Symfony complètement du début à la fin. Le projet est déjà bien avancé, donc pour l'instant on n'en a pas parlé, mais ça va sortir bientôt, et donc on a commencé cette approche de faire des contributions plus structurées avec donc une équipe, on est 4 ou 5 je crois, et faire des choses un peu plus conséquentes pour le projet PrestaShop. Top. Mais en tout cas, on vous en remercie et à nouveau, hein, ce que vous faites pour l'écosystème PrestaShop, enfin c'est pas pour PrestaShop, mais pour l'écosystème PrestaShop, est vraiment top parce que ça, à nouveau, ça redistribue à tout le monde et c'est ça vraiment l'important. Et ça, c'est un point que j'avais évoqué notamment lors des soirées agences que j'avais organisées auparavant, c'est que chaque agence au final d'une certaine manière à forquer PrestaShop. Donc il y a certaines agences qui ont aujourd'hui déjà cette fameuse API front qui permet de faire du headless ou ce genre de choses-là, mais elles le gardent comme avantage stratégique. À un moment donné, c'est vrai que nous on est là des fois pour les chatouiller, certaines, pour leur dire ça serait bien que tu mettes en open source et que tu intègres dans le projet parce que ça permettrait de bénéficier à tout le monde. Donc il y a toujours ce ratio et vous en tant qu'agence, qui est compliqué, c'est de se dire voilà, moi j'ai passé du temps, j'ai développé une fonctionnalité qui me permet d'être unique sur mon marché, d'avoir un avantage compétitif. Pourquoi je le donnerais? Voilà. Donc il y a cette limite là qu'il faut arriver à trouver et puis on y arrivera de toute façon au fur et à mesure. À nouveau. Je vais vous repartager une dernière slide pour ça. C'est comme de notre côté aussi, on a du mal à faire venir les grosses agences PrestaShop sur le marché, on a du mal à les faire venir chez FOP.
On va y arriver petit Allez, à petit. pendant Tu vois, en qu'Antoine fait, c'est... partage sa slide, attends juste 2 petites secondes Antoine, juste voilà, Ouais. petit scoop, hein, vous l'avez entendu, Olivier vous l'a dit, on prépare un FOP D2 au printemps à Toulouse, donc vous êtes évidemment tous les deux invités. Ah, Merci ça beaucoup. sera facile. On pourra y aller en avion ou en train, ça sera plus C'est ça. cool. Hop, j'ajoute ta slide. Ouais, en fait, ce qui est complexe c'est dans la continuité des slides que je vous ai montré tout à l'heure, mais ce qui est complexe pour la plupart des agences, c'est d'arriver à comprendre comment est-ce qu'elles peuvent rentabiliser le temps qu'elles sont susceptibles de passer à contribuer au projet. Il ne faut pas réfléchir en mode je vais donner à mes concurrents de la valeur ajoutée qu'ils utiliseront aussi. Il faut plutôt réfléchir à qu'est-ce que je peux contribuer qui est utile pour moi, pour mon entreprise, pour mes clients. Je pense que Creabilis a très bien compris l'intérêt de contribuer régulièrement. Il y a de la visibilité en termes d'expertise, donc ça c'est le sales pitch derrière. Mais l'expertise c'est aussi quelque chose qu'on acquiert en contribuant, donc du coup on devient meilleur, on fait des meilleurs sites web. Et puis en fait on peut réduire son coût de maintenance parce que tout simplement quand on a fixé les trucs, livrer une feature au projet, on profite de l'intégration continue, du QA, de la thèse, donc on donne un peu, on reçoit beaucoup, et surtout du coup, ça va diminuer le temps lors par exemple, d'une mise à jour. On n'a pas besoin de réappliquer des patchs qui sont déjà dedans. Et ce qui fait même en attendant que le patch soit dans la prochaine version, s'il a été validé, on sait que c'est le code qui sera dans la prochaine version. Donc, en fait, on est tranquille, en fait, il est déjà validé. Donc, il y a tout cet aspect-là en termes de changement d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être juste consommateur en se disant cool, c'est gratuit. Il faut être à l'inverse, c'est-à-dire j'investis en fait parce que du coup je vais récupérer beaucoup. Et c'est pas un hasard si les grandes boîtes comme Google, Facebook, je sais pas, IBM, Red Hat font de l'open source. C'est extrêmement lucratif si on le fait bien. Et c'est un peu comme Yoda qui, quand Luke Skywalker il veut essayer de sortir son vaisseau spatial du marais là, Yoda il lui dit fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire de l'open source, mais du coup ils n'y arrivent pas parce qu'ils font que essayer. Et en fait faites-le vraiment, investissez et vous voyez en fait combien vous allez récupérer de cet investissement et ça sera fantastique pour tout le monde en fait. Et, à petite ou à grande échelle d'ailleurs. Voilà. Moi, du coup, je vais pas pouvoir rester hyper longtemps. J'ai du monde qui arrive chez moi, donc. On va pas tarder, je pense, à finir. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute ensemble. J'en parlais en chat privé avec Nicolas. Je disais, voilà, peut-être qu'en dernier sujet pour finir, et en tout cas déjà vous remercier pour le temps passé et les infos données, c'était top. Moi, je voulais juste revenir peut-être sur le modèle économique. Donc, on a compris, hein, il y a des tas de services qui se mettent en place. Nicolas, par exemple, toi, tu bosses beaucoup sur la PrestaShop plateforme, par exemple. Et forcément, dans vos sources de revenus, on a le PrestaShop Add-ons. Et là, j'imagine qu'il y a beaucoup de projets autour de tout ça. Et pour le coup, c'était peut-être aussi l'occasion, 6 mois après, de faire un très court débrief. On s'était donné 3 minutes sur le business care. Et ça marche vachement bien. Non, après, il se trouve qu'à PrestaShop, j'ai été le parrain de Sarah Jane, qui est la responsable de tout ce qui est Customer Care et Business Care. Donc, j'ai la chance de pouvoir échanger régulièrement avec elle sur tout ça. Et désolé, du coup, j'ai mes fils qui sont à la maison, ça commence à faire un peu de bruit. Le fait est qu'en fait, on a beaucoup plus de retours positifs que de retours négatifs. Ça résout la plupart des problèmes qui étaient liés au modèle 3 mois, 12 mois, des systèmes différents. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, pendant 10-12 ans, on n'a pas changé grand-chose au fonctionnement d'Add-ons. Depuis 1 an et demi, on a beaucoup étudié les pain in the ass, les bugs, tout un tas de choses. On avait des tickets qui disparaissaient dans le néant. Je me rappelle en avoir discuté avec plusieurs d'entre vous sur le Slack de FOP. Tous ces trucs-là, petit à petit, sont en train d'être réglés. Il y a un audit complet du logiciel Add-ons, en fait, en tant que tel, pour voir aussi s'il y a un back-office, il y a tout un tas de trucs. C'est pas juste un front web. Et en fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a une grande satisfaction de ce passage sur ce modèle à 1 an. Peut-être au début, ça rallouille un peu parce qu'on a l'impression que c'est plus cher, mais je dirais la mesure réelle, elle n'est pas à 6 mois, à mon avis. La vraie mesure, savoir si ce business care va vraiment marcher, c'est quand on verra les premiers renouvellements en fait au printemps et cet été. Et à mon sens, c'est là où le succès va véritablement se mesurer. Mais en tout cas, globalement,
c'est pas tout fini, c'est pas encore tout exceptionnel, etc. Mais ça marche et globalement les gens sont contents. Après, je sais pas, quand je dis les gens, c'est les marchands, les vendeurs de modules, etc. Il y a toujours des gens qui aiment pas le changement et qui du coup sont pas contents. Mais je me rappelle même Mediacom, quand on a sorti Business Care avec ce truc de 12 mois, il m'a dit ah c'est génial, ça va tout, enfin tu vois. Et pourtant c'est pas forcément quelqu'un qui est toujours très positif vis-à-vis de ce qu'on fait. Donc je trouve ça intéressant aussi de voir qu'on a des gens avec qui on est souvent en désaccord, qui ont trouvé cette initiative vraiment intéressante. Juste pour ajouter un dernier point et pour conclure, la satisfaction fait partie des points clés chez PrestaShop, et donc ça fait partie de ce qu'on appelle les OKR. Donc c'est les objectifs qu'on va se fixer et la satisfaction client est mesurée notamment avec ce qu'on appelle les NPS, donc ces enquêtes de satisfaction. Généralement, c'est une note de 0 à 10 que vous mettez. Donc ça, on a mis ça au cœur de la stratégie de Presta parce que à nouveau, des gens qui sont satisfaits, des gens qui comprennent la valeur ajoutée d'un produit, c'est tout simplement des marchands qui vont, au-delà de faire du business, vont recommander les solutions. Et donc, ça fait partie des points qu'on observe, des points sur lesquels on travaille pour améliorer tout ça, pour améliorer l'expérience. Et à nouveau, en bout de chaîne, satisfaire toujours plus les marchands qui sont sur du PrestaShop, tout simplement pour créer un cercle vertueux. Si on a un écosystème qui est plus qualitatif, forcément face à des logiques SaaS où c'est du clé en main, tu appuies sur un bouton, la différence entre l'un et l'autre va être de plus en plus amoindrie. Par contre, si on ne fait pas cet effort-là, on aura toujours les écueils de l'open source c'est sympa, mais c'est pas stable, c'est pas ci, c'est pas machin, c'est toujours galère, et c'est absolument ce qu'on veut éviter parce que c'est faux. C'est faux parce que quand c'est mal maîtrisé, effectivement, c'est plus compliqué. Quand c'est bien maîtrisé de part et d'autre, ça fonctionne parfaitement. Allez, ce sera le petit mot de la fin. Allez, merci beaucoup. On fait un petit coucou à Tanguy, du coup, de Mediacom, que tu viens de citer. Ouais. Hein, et puis, pour la petite histoire, c'est pas encore validé à 100%, mais vous savez que moi, je suis aussi membre du SEO Camp en parallèle de Friend of Presta, et on fait un SEO Camp le 15 avril à La Rochelle, et c'est pas impossible que j'aille faire une petite conf avec notre ami Tanguy là-bas, pour mêler les deux mondes. Le 15 avril. Oh, il y a de grandes chances que je sois vers Royan à titre personnel. Peut-être que du coup, si tu peux me repasser les dates et les détails. Viens même faire la conf avec nous si tu veux. On peut se faire une conf à moi, 3. En SEO, je suis un expert, c'est excellent. De dingue, hein. Je vais vous expliquer 20 ans de web. Écoute, voilà, on essaye aussi, nous, de mélanger tous ces mondes, PrestaShop, SEO, etc. Il y a des associations, il y a plein de synergies aussi à mettre en place entre nous, donc ça peut être assez sympa. Monsieur le président de FOP, justement, un petit mot de la fin pour finir. Allez. Je remercie Nicolas et Antoine pour tout ce qu'ils nous ont dit. Et puis, nous, on continue. J'ai bientôt annoncé l'AG. Il faudra que PrestaShop, d'ailleurs, renouvelle son adhésion. On n'a pas fait. Ce sera dans le mail de la convocation à l'AG. Et voilà, ça commence à parler. Vous n'êtes pas les seuls. Voilà. Et puis vous verrez qu'à l'AG, il y a un gros programme pour 2022 pour FOP. Donc, on espère réussir à faire tout ce qu'on a prévu et des apéros synchronisés, un FOP Day, etc. Donc, voilà, il y a plein d'énergie, il y a plein de dynamisme qui se met en place. Donc, voilà. En tout cas, merci du temps que vous avez accordé. Et puis, à très bientôt. Merci à vous trois pour l'invitation. Merci à tous et puis au plaisir de rééchanger avec vous. Si vous voulez un jour nous venir refaire une table ronde sur quelques sujets que ce soit, vous nous faites signe et ça sera avec plaisir. Et puis on est sur Slack. Tellement inaccessible, on n'est jamais sur Slack. Non, c'est ça. Exactement. Vous savez qu'on peut se rendre disponible et qu'on est là. Donc exactement. Et inversement. Allez, c'est génial. Allez, merci à tous. Bonne soirée, bon week-end. Bonne fin de journée. Ciao, ciao. Au revoir.